Donc, je tiens à remercier tout le monde, donc, toutes les dames qui sont là, très, très fortes, et les trois messieurs qui sont là, qui sont aussi très forts. Mais on sent que la, forte, la, forte, la force de la femme est bien présente dans nos luttes, quels quels que soient nos lieux de vie, quoi. Mesdames et messieurs les juges, en ma qualité d'expert juridique, je tiens à vous démontrer que la France s'est rendue coupable de carences fautives dans la lutte contre l'orpaillage illégal. De cette incapacité à laisser ce phénomène a résulté une violation de la nature et des peuples autochtones. En effet, cela nous a été présenté, les activités minières illégales ont des conséquences extrêmement négatives sur les écosystèmes aquatiques. En effet, sur les sites miniers illégaux sont très souvent constatées des destructions ou des détournements du lit des cours d'eau et une déforestation des berges. Pour trouver de l'or, les orpailleurs utilisent des lances à haute pression, raclant la terre, détruisant les berges et rejetant de la boue en suspension dans le cours d'eau. En découle donc une forte turbidité, c'est-à-dire que l'eau est vraiment invisible. On va enlever le... Donc, vous voyez bien sur l'image à côté la turbidité de l'eau sur le Maroni. En plus, c'est une photo très récente. En 2011, une étude de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, montre que dans les écosystèmes touchés par l'activité d'orpaillage, le taux des matières en suspension monte jusqu'à 70 mg par litre. Or, selon les experts, si un taux de 15 mg par litre de matière en suspension est supportable pour les écosystèmes fluviaux, c'est-à-dire au-delà de 20 microgrammes par litre, l'impact est réel. Et c'est d'autant plus que ce niveau de concentration perdure et se maintenant au sein de l'écosystème. Le taux de 70 microgrammes par litre a donc pour effet de mettre à mal durablement la bonne santé des écosystèmes. Et les cycles vitaux des espèces animales et végétales dépendent des cours d'eau concernés. Ces opérations ont également pour conséquence de libérer le mercure naturellement présent dans le sol guyanais qui s'ajoute au mercure artificiellement rejeté par les orpailleurs. Les polluants rejetés par ces sites d'extraction sont à l'origine d'atteintes considérables à la nature, en particulier l'utilisation du mercure dont les procédés ont été détaillés précédemment. De nombreuses études menées par les institutions nationales telles que le Bureau de recherche géologique minière constatant plus de 30 ans la contamination en mercure des poissons d'eau douce et des écosystèmes aquatiques de Guyane. Des rapports, des analyses de tous ces textes s'empilent sans que le gouvernement réussisse à mettre au terme à ce fléau. Or, cette situation pourrait constituer une violation de nombreux droits prévus par la Déclaration universelle des droits de la terre-mère et tous les êtres qui la composent. Le droit de vivre et d'exister. Le droit à la régénération de leur blocacité et la continuité de leurs cycles et processus vitaux sans perturbation d'origine humaine. Le droit à l'eau comme source de vie et le droit à la pleine santé. Le droit d'être exempt de contamination, de pollution et de déchets toxiques ou radioactifs. Le droit à une entière et prompte réparation en cas de violation des droits reconnus dans cette déclaration résultant d'activités humaines. En l'espèce, il ressort donc de ces faits que les écosystèmes aquatiques guyanais, la flore et la faune, détruits par l'exploitation des lits, des cours d'eau et des rivières, ou contaminés par la pollution du mercure, sont victimes d'une violation de plusieurs droits prévus par la Déclaration universelle des droits de la terre-mère. D'autre part, la violation des droits de la nature implique ici également la violation des droits à la nature et à
et un environnement sain. Des victimes et témoins de ce fléau en première ligne, les peuples autochtones Wayana, Teko et les habitants du Haut-Maroni. Les peuples autochtones, étant dépendants des ressources naturelles, et notamment de la pêche comme base de leur aliment, ils ont progressivement été privés de vivre sans options culturellement appropriées pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Or, toute atteinte à ces ressources constitue une violation du droit à l'alimentation prévu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par les Nations unies et dont la France en fait partie. Par ailleurs, du fait de la consommation du poisson au bout de la chaîne alimentaire, le taux de mercure décelé chez les peuples du fleuve Maroni est largement supérieur aux normes prescrites par l'Organisation mondiale de la santé et 4 fois plus élevé que chez les populations du littoral. Cela provoque dans les villages une recrudescence de problèmes neurologiques, de retard d'apprentissage et d'autres stigmates de cette pollution à laquelle ils sont exposés dès leur plus jeune âge. En l'espèce, il s'agit d'une violation de leur droit à la santé, comme l'a rappelé Madame Calmé. L'activité aurifère et ses conséquences entraînent également une perte des repères culturels. Les peuples amérindiens, à cause de la pollution au mercure, sont grandement impactés dans leurs activités de chasse et de pêche, qui font pourtant partie de leur mode de vie traditionnel. Le gibier se fait rare car les orpailleurs clandestins braconnent massivement toutes les espèces qu'ils peuvent trouver afin de se nourrir dans la forêt. Et le poisson est contaminé au mercure à tel point que les autorités déconseillent notamment aux femmes enceintes et aux enfants de s'en nourrir. Or, l'article 29 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, dont la France a adhéré en octobre 2007, a signé cette déclaration, prévoit, dans son article 29, les peuples autochtones ont le droit à la préservation et à la protection de leurs environnements et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes d'assistance à l'extension des peuples autochtones sans discrimination d'aucune sorte. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu'aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones, sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Les États prennent aussi, selon que le besoin de mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières et conçus et exécutés pour eux soient durement mis en œuvre. Au regard de ces faits, les peuples autochtones du Haut-Maroni sont donc victimes d'une violation de leur droit à la vie et du droit à bénéficier d'un environnement sain, droit reconnu par les textes internationaux tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, je vous rappelle, signée par la France. Alors, qui est responsable? Il serait un peu simple de pointer du doigt les orpailleurs illégaux, attirés par l'espoir d'une vie meilleure, et qui, pour la plupart d'entre eux, sont également victimes des maladies du fait de leurs conditions de vie, ou plutôt de survie. Nous considérons que dans cette situation, l'État français aurait dû garantir le respect de son territoire, des écosystèmes et des peuples sous sa protection. Si les orpailleurs illégaux sont à un responsables de la destruction directe de la nature, encouragée par les grandes misères humaines dans la région, le prix de l'or sur le marché, l'État français est le premier responsable de cette affaire. Les associations requérantes soulèvent en effet une carence fautive dans la lutte contre l'orpaillage illégal sur le territoire du Haut-Maroni, en charge de la protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité sur son territoire. Il n'a pas été en mesure de contenir cette crise écologique et humaine. L'État français a connaissance de la pollution au mercure. Il dispose en effet
d'analyse scientifique et des rapports des institutions locales depuis 1980. Il reconnaît les zones dans lesquelles les eaux sont contaminées, car des cartes sont produites et mises à jour régulièrement. La France est consciente de la destruction des écosystèmes aquatiques et de la pollution au mercure. Elle pourrait mettre en place des moyens logistiques et humains adéquats pour surmonter cette situation. Pourtant, les atteintes à la nature continuent à se dégrader. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2006, l'utilisation du mercure est interdite en France. Il revient à l'État français de mettre en œuvre des mesures efficaces pour endiguer les conséquences de l'activité aurifère illégale sur la nature et en particulier sur l'écosystème du fleuve Maroni et ses affluents. Du fait de son inaction, la France est donc responsable de la violation des droits de la nature prévue à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de la terre-mer et en particulier des droits du fleuve du Maroni. De la même façon, l'État français peut être tenu pour responsable par les habitants du Haut-Maroni, notamment les peuples Wayana et Téko, de la violation de leur droit à la vie, à l'alimentation et à un environnement sain. Concernant les mesures que nous recommandons pour assurer l'intégrité, la réparation et la restauration complète de l'écosystème en question, nous réclamons que le fleuve Maroni et ses affluents soient protégés en tant que sujets de droit disposant des droits à la protection, à la conservation, à l'entretien et à la restauration. Cela doit passer par la reconnaissance de la personnalité juridique par l'État français et du droit intrinsèque tel que prévu par la Déclaration universelle des droits de la terre-mer, le droit à la vie et à la continuité de leurs cycles et processus vitaux sans souffrir de pollution d'origine humaine. La gouvernance du fleuve Maroni doit être revue afin d'intégrer les nations amérindiennes en Guyane riveraine à travers une instance qui pourrait être créée sur le même modèle que la commission des gardiens du fleuve Altaro dans la région de Choco en Colombie. Cette instance, composée de représentants des communautés autochtones, doit être habilitée à protéger les intérêts du fleuve et à garantir le respect effectif de ses droits. Afin d'aboutir à la restauration du fleuve Maroni et ses affluents, il est demandé au jury d'enjoindre à la France de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance entre les gardiens du fleuve et les représentants de l'État, accompagné d'un groupe d'experts scientifiques afin de réaliser un plan de lutte contre l'orpaillage illégal impliquant les peuples autochtones dans la préservation des écosystèmes du Haut-Maroni. Enfin, de remédier à la situation actuelle, il devra être mis en place un programme de restauration des écosystèmes du fleuve Maroni et ses affluents et de prendre toutes les mesures permettant d'établir les conditions propices à l'épanouissement de la faune et de la flore les constituants. Cela passe par la mise en place d'un suivi régulier de la pollution du fleuve Maroni et ses affluents, en mesurant entre autres son taux de mercure pour s'assurer que la qualité de l'eau s'améliore. Il conviendrait de définir avec des scientifiques compétents toutes les mesures nécessaires pour restaurer les écosystèmes aquatiques endommagés et permettre leur bonne santé à l'avenir. Suite à ces décennies de violations de leurs droits intrinsèques, l'État doit également réparer les préjudices humains issus des souffrances physiques et psychiques endurées par les peuples du fleuve. Afin de garantir le droit à la santé des peuples impactés par l'orpaillage illégal, l'État français devra assurer un suivi sanitaire strict et régulier, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes dont le taux de mercure ne doit pas dépasser 27 microgrammes de cheveux au lieu de 10 microgrammes de cheveux. Afin de permettre aux peuples autochtones touchés de se prémunir contre la pollution au mercure, dans le respect de leur alimentation traditionnelle, il est demandé au jury d'imposer à l'État de mettre en place un dispositif de concertation avec les habitants, les scientifiques, les médecins et les pouvoirs publics
afin d'élaborer des solutions locales visant l'autonomie alimentaire. Face à cette crise sociale, sanitaire et identitaire, l'État devra soutenir sur le court et moyen terme et long terme tous les projets communautaires d'autonomie alimentaire visant à atteindre d'une nouvelle forme de résilience alimentaire sur le territoire respectueuse des traditions traditionnellement culturelles. Sur le court terme, l'État ne peut plus se contenter de conseiller aux habitants du Haut-Maroni de modifier leur mode d'alimentation. Il revient à la France de fournir une aide alimentaire de substitution pour les cas nécessitant une modification urgente du régime alimentaire dans l'entête de mesures prises à long terme. Cela pourrait être nécessaire en cas de dépassement des seuils inadmissibles chez une personne lorsque celui-ci est dépourvu de ressources financières suffisantes pour remplacer le poisson pêché localement par une autre source de protéines dans son régime alimentaire quotidien. Au regard de la situation de détresse socio-économique, culturelle et environnementale des peuples amérindiens du Haut-Maroni, du fait des conséquences de leur paillage illégal, la réparation de leur préjudice moral implique nécessairement la reconnaissance en tant que peuple autochtone, c'est-à-dire la reconnaissance d'un statut juridique qui leur est propre. Ce statut spécifique leur permettrait de disposer des droits bioculturels collectifs permettant la protection effective de l'ensemble de leurs droits fondamentaux, de leur monde de vie et de leurs terres, territoires et ressources naturelles. Je vous remercie.